articulations. Le président de la République s'est rendu hier à Bandung, une ville située à plus de 150 km de la ville de Jakarta. Professeur Alpha Condé a eu l'occasion de visiter la salle de conférence de Bandung où se sont réunis pour la première fois les dirigeants afro-asiatiques. 500 tonnes de semences d'anacarde, c'est cette quantité que le président de la République vient de mettre à la disposition des paysans producteurs, considérés comme zone de production par excellence de l'anacarde. Les paysans de Bokeh se disent comblés. SOS pour Thérèse Tkeli Touré. Cette jeune étudiante souffre d'insuffisance rénale chronique à la phase terminale. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce journal. Poursuivant son séjour de travail à Jakarta, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a profité pour visiter la salle de conférence de Bandung, située à 150 km de Jakarta. On se souvient que c'est dans cette même salle qu'a eu lieu en 1955 la première réunion des nations asiatiques, afro-asiatiques. Sanassi Keita. Bandung, ville historique afro-asiatique. C'est ici, dans cette salle de conférence, que se sont réunis pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques pour marquer l'entrée du tiers-monde sur la scène internationale tout en condamnant la colonisation et l'impérialisme en général et en particulier l'apartheid en Afrique du Sud. C'était justement du 18 au 24 avril 1955. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui est là ce jeudi 4 août 2016 pour visiter cette salle de conférence de Bandung, pleine d'histoire africaine et asiatique. À travers d'ailleurs une vidéoprojection, toute l'histoire de Bandung a été clairement détaillée au chef de l'État par les responsables de cette salle de conférence. Le tout suivi de plusieurs photos de grandes figures africaines et asiatiques qui se sont battues pour l'indépendance de leurs pays respectifs. Avant donc de prendre la direction pour la ville de Jakarta, le président de la République a posé sa signature dans le livre d'or de cette salle de conférence pour marquer son passage effectivement à Bandung. Et cela a été suivi de plusieurs cadeaux offerts au président de la République, professeur Alpha Condé, par les responsables de ce bâtiment historique. Retour à Conakry. Ouverture ce matin des travaux de la 36e réunion du Conseil de convergence de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces assises, les participants vont plancher sur la question de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Hadi Camara. Nous en dit plus. C'est la 36e réunion du Conseil de convergence de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO. Elle va passer au peigne fin tous les problèmes liés au bon fonctionnement de cet espace économique et financier en vue de la création d'une monnaie unique. Au cours des dernières années, des développements importants ont été enregistrés dans le programme de coopération monétaire et l'avènement de la monnaie unique de la CEDEAO. De même, le programme accéléré défini dans le cadre de la ZMAO a été réajusté et des changements politiques et institutionnels se sont produits dans quelques pays membres. Nos économies ont été éprouvées par quelques difficultés sur le plan interne. De plus, elles ont évolué dans un environnement international perturbé en termes de baisse des cours des matières premières, du fléchissement, voire de l'arrêt des flux d'aide, et de dépréciation des monnaies. À l'intention des représentants des pays membres et des institutions financières de notre région, le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur un certain nombre de valeurs comme la coordination interbancaire et l'intégration financière et monétaire. Dans notre cheminement vers l'intégration économique et monétaire, l'expérience de la zone euro nous a conforté sur le fait qu'une union monétaire réussie exige l'harmonisation des politiques budgétaires. C'est dire que la mise en place de structures efficaces pour l'harmonisation des politiques budgétaires dans la zone est un impératif. Dans cette perspective, nous devons identifier toutes les causes structurelles de nos contre-performances budgétaires.
Parmi ces facteurs, le plus récurrent est certainement le poids des dépenses que nous engageons pour développer nos infrastructures socio-économiques. Nous devons donc rechercher et exploiter efficacement des sources innovantes de financement de nos infrastructures. Le développement des projets régionaux et la participation du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé ont déjà commencé à produire quelques résultats. Au cours de cette 36e réunion, Mamadi Yula a rappelé que les progrès déjà réalisés dans ce sens nous offrent des enseignements devant améliorer l'accès aux services financiers et accroître le financement de nos économies. Il est temps de nous rendre à l'évidence que l'échéance de lancement de la monnaie unique envisagée pour 2020 est très proche. Nous devons donc aller droit à l'essentiel et placer désormais nos débats dans le contexte de la mondialisation et des leçons tirées des contraintes auxquelles les zones monétaires existantes sont confrontées. À cet égard, on ne saurait passer sous silence le choix récent du Royaume-Uni en faveur d'une sortie de l'Union européenne lors du vote du 23 juin. Cet épisode doit nous alerter et nous indiquer que notre cheminement vers l'union monétaire peut connaître des soubresauts. Mais nous devons demeurer confiants dans notre choix et je recommande donc vivement aux États membres de redoubler d'efforts pour respecter leurs engagements et obligations dans le cadre de ce programme de monnaie unique. Alors l'engagement est pris par toutes les parties prenantes pour la réalisation du projet de monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations respectives. Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG, était ce vendredi devant le tribunal de première instance de Dixine. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État, menace de mort et incitation à la haine. La poursuite de l'audience est renvoyée à mercredi 10 août 2016. Pour l'instant, il jouit d'une liberté provisoire. Pour plus d'informations, suivez les précisions de Yaya Kairaba Kaba, avocat général à la Cour d'appel de Conakry, au micro de Tcherno Younoussaba. Il y avait un vide juridique dans l'arsenal répressif guinéen. Parce qu'il n'y avait pas de délai dans lequel la flagrance pouvait subsister. En France, c'est 8 jours. Chez nous, heureusement, on vient de revoir nos textes. Et nous avons corrigé ce vide juridique en précisant le délit de la procédure de flagrant délit qui est fixé maintenant à 10 jours. Par rapport aux députés, moi, je ne peux parler que dans un cadre général. Spécifiquement par rapport à ce député, je ne peux rien vous avancer, la procédure étant en cours et les juges ne s'étant pas encore prononcés, j'appartiens à la cour d'appel. Il ne faudrait pas que j'émette un avis ici qui va être de nature à influencer tant soit peu la décision éventuelle que les juges du fond vont prendre à la base. Maintenant, quand je parle du député de façon générale par rapport au flagrant délit, vous comprendrez bien que je ne parlerai que de l'immunité. L'immunité qui est une carapace protectrice des députés. Mais cette immunité ne peut pas résister lorsque véritablement le délit qui est reproché à un député tombe ou réunit tous les éléments du délit flagrant. Voilà, ça c'est largement exprimé par le législateur. Et puisque son immunité ne peut pas tenir, la poursuite est engagée. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il soit poursuivi, traduit et jugé. Dans l'actualité également, les responsables de la coordination des partis alliés de la mouvance ont tenu une conférence de presse ce matin dans la salle à Mohamed Koula de la Maison de la Presse. Il a été question de dépeindre la situation et l'évolution du climat sociopolitique en Guinée. Occasion pour cette structure d'inviter les uns et les autres à opter pour la paix et la quiétude sociale. Compte rendu, ça Amara Tono. Cette sortie des partis alliés de la mouvance COPAM porte essentiellement sur un partage d'informations sur le climat sociopolitique dans le pays. Dans cet exercice, ces acteurs politiques appellent à la consolidation des acquis démocratiques et au maintien de la paix. Nous sommes venus pour dire que nous ne sommes pas là pour la violence, mais nous pensons que la loi doit être respectée en Guinée. Ça veut dire
il faut que l'un ou l'autre doit respecter l'autorité et les gens doivent savoir ce qu'ils parlent. Face à la menace des manifestations de rue de l'opposition, la COPAM invite les acteurs politiques au dialogue et à l'unité nationale et condamne les déclarations qui incitent à la violence. Nous sommes contre les violences. Et l'opposition même reconnaît que la violence ne règle rien. Nous avons ouvert le 5e dialogue. Tous ces problèmes, toutes leurs revendications se trouvent être l'agenda réel et officiel de ce 5e dialogue. C'est mieux d'épargner les pauvres Guinéens innocents pour venir autour de la table au cours du 5e dialogue pour que nous discutions des problèmes communs afin de trouver ensemble leurs solutions qui seront appliquées dans un bref délai. La coordination des partis alliés de la mouvance est née il y a moins d'1 mois. Elle regroupe une 60aine de partis politiques. Son objectif est d'accompagner le professeur Alpha Condé dans la mise en œuvre de ses projets de développement. Comment pérenniser le système de management de la sécurité des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest? La question touche les cadres de différentes structures. Ils suivent une formation de 2 jours ici même à Conakry sur la politique de la CEDEAO qui est de renforcer le système de sécurité alimentaire entre les États membres. Le projet est piloté par le programme du système de qualité en Afrique. Le point avec Mamadi Gassama. Une rencontre pour renforcer les capacités managériales des contrôleurs de qualité des denrées alimentaires. Pendant ce temps, les marchés de Conakry, par exemple, sont bondés de marchandises impropres à la consommation. Ces aliments, dont les dates de péremption sont parfois dépassées, sont souvent à l'origine de nombreuses maladies. Qui dit qualité des denrées alimentaires parle de la santé de la population. Et c'est l'amélioration de la santé de la population qui est le souci constant des hautes autorités de ce pays, et nous les accompagnons afin que soit assurée cette politique de manière satisfaisante. Ce programme est piloté par le département de l'industrie et bénéficie de l'appui du programme du système qualité Afrique de l'Ouest. On va notamment présenter la norme ISO 22000 qui est donc spécifique à la sécurité sanitaire des aliments. On va également présenter la nouvelle réglementation, la nouvelle approche sanitaire internationale et aussi tout ce qui est technique, base technique par rapport à tout ce qui est danger sanitaire alimentaire. Le gouvernement, en relation avec ses partenaires au développement, impulse la dynamique nouvelle d'abord pour intégrer cet aspect sécurité des produits que nous consommons dans le concept du Guinée, premièrement. Ensuite, que les produits, puisqu'ils ne sont pas destinés qu'à la consommation locale, ils sont aussi destinés à l'exportation, que les produits répondent à des labels et à des critères de santé. À l'issue de cette formation, 7 participants sur 15 seront retenus. Ils représenteront désormais la Guinée dans les instances chargées de contrôle de qualité au sein de l'espace CEDEAO. Le projet de développement de l'anacarde initié par le président Alpha Condé, une nouvelle activité génératrice de revenus pour les localités productrices. Accompagné d'actions concrètes, le chef de l'État met à la disposition des paysans producteurs de bouquets 500 tonnes de semences d'anacarde. Ibrahima Keita. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Dabis, préfecture de Bokeh. C'est une zone de production par excellence d'anacarde, une culture qui a encore des rendements timides malgré la richesse des sols. Compte tenu de sa place et de son importance dans l'économie nationale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a décidé la relance de cette culture dans les zones appropriées. 500 tonnes de semences, graines et une importante quantité de pépinières sont achetées par le chef de l'État et mises à la disposition des paysans producteurs. C'est un défi que nous sommes prêts, les planteurs de bouquets sont toujours prêts à relever. Les producteurs, ils sont venus tous se procurer de cette semence qui pour élargir leur plantation, qui pour installer de nouvelles plantations. Déjà sur le terrain, la transplantation a commencé, cela pour être au rendez-vous. Dans cette démarche et pour le suivi des producteurs, l'Agence nationale de la promotion rurale et de conseil agricole a déployé sur le terrain des agents. L'objectif est de parvenir à des résultats pouvant faire de la Guinée, les années à venir, un pays exportateur d'anacarde. On a des conseils agricoles au niveau de toutes les sous-préfectures. Quand les paysans se manifestent qu'ils ont
ils ont besoin d'ensemencer l'anacarde. Le conseiller agricole de Amproca se rend sur les lieux, il mesure le domaine, il a une idée de la superficie. Quand il a la superficie, on donne 2 kilos par hectare. Il y a même des villages comme Dapopo où nous venons d'avoir quelques 1000 hectares. À Kouda aussi, nous venons d'avoir Kawik précisément, où nous avons eu plus de 1000 hectares aussi. Et tout ça là, c'est l'année suivante, je crois qu'on va se lancer dans la culture de l'anacarde sur toutes ces superficies. En plus des 100 hectares ici, dans le district de Ouensin, sous-préfecture de Dabis, plus de 2000 hectares sont en attente dans d'autres zones de production. Dans la même lancée que le chef de l'État de relancer le secteur agricole, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles équipe en moto tout-terrain 20 associations de services financiers, leurs encadreurs afin de faciliter leur mobilité et donner un nouvel élan aux microfinances rurales en Basse-Guinée. Fodé Camara annonce ce reportage. En Basse-Guinée, les 2 régions administratives de Boké et Kindia sont couvertes par 20 associations de services financiers. Des activités de lutte contre la pauvreté gérées par des jeunes diplômés, des jeunes confrontés à un problème de mobilité. Aujourd'hui, pour redynamiser le petit commerce, l'agriculture et l'artisanat dans 10 préfectures de la Basse-Guinée, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles met à la disposition de ses promoteurs de la microfinance rurale 24 motos tout terrain. Les gens adhèrent, par exemple moi chez moi à Bofa, les gens adhèrent à 55 000 et l'action se paye à 10 000 francs. Mais aujourd'hui nous sommes contents parce que nous avons bénéficié des motos, parce que déjà ça fait 2 ans on avait des problèmes par rapport à ça. On avait du mal à faire le recouvrement, tout ça, parce que sans les motos on ne peut pas faire le recouvrement. Donc aujourd'hui c'est avec une fierté que le PNAFA a acheté 24 motos qu'on va mettre à la disposition des ASF, des 20 ASF et les 4 pour les techniciens qui sont au niveau de la fêtière pour pouvoir suivre. Parce que l'un des points faibles actuellement, c'est l'accompagnement, le suivi interne. Depuis 15 ans, les associations de services financiers accompagnent l'entrepreneuriat en Basse-Guinée en offrant aux petits exploitants des opportunités d'épargne et des crédits d'équipement, de transformation et de commercialisation. Vous savez qu'un des grands problèmes, une des grosses contraintes du développement agricole, c'est le financement. À chaque fois que nous rencontrons, que ce soit Borchamp, que ce soit ailleurs, dans les conférences, dans les rencontres, même au plus haut niveau, lorsque les paysans viennent rencontrer le chef de l'État, il pose cet éternel problème du financement du secteur agricole. Cette politique de microfinance qui fait son nid en Basse-Guinée compte tisser sa toile à l'échelle nationale. Principale mission, mettre en avant les préoccupations des couches vulnérables qui sont associées à la formulation et à l'exécution des activités. Car la société K-Énergie est bel et bien en Guinée. Certains ont estimé qu'elle avait quitté le pays. Ce n'est pas le cas, martèlent les leaders de cette société qui continuent de mener leurs activités dans le pays. À Conakry, notre équipe de reportage s'est rendue à leur site pour vérifier cette information. Commentaire Younous Atawel Kamara. Installée pour appuyer la fourniture de l'électricité en Guinée depuis 2015, cette centrale électrique mobile est la première du genre dans le pays. À travers elle, K-Énergie accompagne le programme présidentiel d'électrification du pays. 250 millions de dollars ont été investis pour son opérationnalisation. Plus d'1 an après le début des activités, on rassure ici de la bonne évolution de cette centrale. Une volonté est réaffirmée, celle de poursuivre les efforts entamés pour une Guinée illuminée. Il y a quelques jours, certains médias ont fait remarquer que la société avait plié bagage. Faux, rétorque ces responsables de K-Énergie. Ces mauvaises informations sont aujourd'hui du genre à créer du trouble et piscauge dans la capitale. Nous sommes là, nous ne quittons pas, nous avons un contrat et nous allons accomplir ce contrat. En période d'étayage, K-Énergie va produire et donner du courant
Et lorsqu'il sera en saison, nous serons en saison des pluies et nous allons être en position de produire, mais quand on va nous demander, nous allons produire. Fruit de la coopération guinéo-américaine, K-Énergie est une filiale de Miami, capitale groupe Delaware. L'énergie ici des installations est distribuée par la société guinéenne d'électricité EDG. C'est elle qui exprime le besoin et détermine la quantité à produire. Jusqu'à 75 MW peuvent être livrés à partir d'ici. La campagne de reboisement 2016 se poursuit à l'intérieur du pays. À l'instar des régions administratives, la ville de Conakry est entrée de plein pied dans cette campagne. Actuellement, les autorités sont en train de reboiser 2 hectares de domaines à Koya. Reportage Nabi Kamara. La campagne de reboisement 2016 se poursuit à l'intérieur du pays depuis son lancement à Farana il y a bientôt un mois. L'événement crée une véritable émulation entre les différentes régions administratives. Cette année, les autorités de la ville de Conakry sont allées à la station de traitement de l'eau de Yesoulou dans la sous-préfecture de Kouria pour reboiser les 2 hectares du domaine mis à leur disposition par la préfecture de Koya. Le Balaouine de Savant à Yesoulou, il y a un traitement chimique, après quoi c'est ventilé maintenant vers la zone de Conakry et environnement. Et c'est pourquoi nous avons tenu avec l'approche des incursions que nous voyons par-ci par-là, nous avons préféré maintenant prendre ce site-là pour empêcher effectivement l'avancée des gens vers Yesoulou. Pour la régénération rapide du couvert végétal de ce site, les techniciens des eaux et forêts ont préféré les plants de Mélina arborea. On a choisi le Mélina arborea dans ce reboisement à cause de sa résistance contre les intempéries, le réchauffement climatique et si en défaut, il y a des feux de brousse, lui il est très résistant. C'est pourquoi on l'a choisi pour le reboisement de ce site. L'importance du reboisement, eh bien, c'est de nous permettre, n'est-ce pas, premièrement de lutter contre le réchauffement climatique, donc d'améliorer la pluviométrie, de faire baisser les températures, de tamponner les températures, et deuxièmement de nous permettre d'obtenir tout ce que les arbres nous apportent. Pour clôturer cette journée de reboisement à Yesoulou, M. Souri Mara de la section des eaux et forêts de Koya a dédié un poème intitulé « L'environnement » pour rappeler les bienfaits de Dame Nature. Sexualité et allaitement, une question intime, mais on en parle puisque c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel, une période où la femme tente de concilier son rôle de mère à son rôle précédent d'amante. Comment les spécialistes perçoivent le sujet? Rose Pocho pour en savoir davantage. Allaitement et sexualité, voilà un sujet qui suscite beaucoup de réactions. En Afrique, le principe traditionnel selon lequel une femme ne doit pas avoir de relations sexuelles durant la période de l'allaitement envahit les esprits. Beaucoup observent le principe en Guinée, partant essentiellement de certaines superstitions. Si tu es enceinte, il faut laisser le bébé, ne pas donner les chaînes. Si tu as donné, ce n'est pas bon. J'en ai entendu parler de ça. D'abord, il y aura un amaigrissement sévère. Il y a la malnutrition chez l'enfant parce que l'enfant est privé de sa nourriture primordiale. En Guinée, ce tabou sexuel pendant l'allaitement est observé dans plusieurs communautés. Selon des spécialistes, la mère qui allaite peut s'abstenir de relations sexuelles pour 2 raisons principales. Tu peux entretenir les rapports avec ta femme et vous avez votre enfant et cet enfant peut continuer son développement harmonieux sans grand risque. Où réside le risque? C'est que, après les rapports, les gens n'observent pas d'hygiène autour de l'enfant. Le grand risque, en tenant les rapports avec une femme qui allaite, c'est qu'elle peut tomber en grossesse. Le respect de ces consignes est fondamental, au risque de mettre la santé de l'enfant en danger. Il pourrait par exemple souffrir de malnutrition et de diarrhée, comme c'est le cas pour beaucoup de nourrissons au centre de nutrition de Donka. Ici, 55 enfants sont hospitalisés pour malnutrition sévère.
Et puis le gouvernement renforce les mécanismes de protection des enfants contre le paludisme. La stratégie dénommée chimioprévention du paludisme saisonnier sera encore appliquée cette année. Il s'agit de la distribution gratuite des médicaments de protection des enfants de 3 mois à moins de 5 ans dans 8 préfectures. À cet effet, une conférence de presse s'est tenue à la pharmacie centrale de Guinée pour parler des enjeux de cette stratégie. Tcherne Ousmane Diallo. En saison hivernale, les enfants sont particulièrement exposés au paludisme. Déjà en 2012, une enquête a révélé que 44% des enfants de moins de 5 ans ont le parasite du paludisme dans leur corps. C'est la couche sociale la plus touchée et c'est par elle que le gouvernement veut combattre la maladie en développant pour la 2e année consécutive la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 5 ans. Depuis le mois de juillet dernier jusqu'en octobre prochain, la sulfadoxine, pyrimétamine et l'amodiaquine vont être gracieusement administrées aux enfants habitant les préfectures de Gawal, Koundara, Mali, Tougué, Koubia, Dinguiraï, Sigiri et Mantiana. Cette année, on était à 6 préfectures, maintenant nous sommes à 8 préfectures. Et donc la stratégie ne va que s'étendre. Et nous allons continuer à faire l'analyse des bases des autres préfectures pour voir si on peut appliquer cette stratégie. Le produit est gratuit. Dans toutes les préfectures où nous avons fait la mise en œuvre, personne ne peut dire qu'il a acheté une seule fois ces médicaments. La particularité de cette stratégie, c'est que nous faisons une distribution de masse à travers les agents de santé communautaires par l'utilisation des médicaments où les agents de santé viennent, ils administrent au niveau des ménages porte à porte. Et ça permet ici aux enfants d'être protégés pendant la saison des pluies. Donc nous faisons une campagne mensuelle, donc durant les 4 mois. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une des recommandations du plan stratégique 2013-2017 élaboré par l'État guinéen pour une meilleure politique sanitaire. Les premiers résultats, 1 an après sa mise en œuvre par le Programme national de lutte contre le paludisme, sont appréciés. Nous voyons qu'il y a une diminution du nombre de paludisme chez les enfants. Pour les 2 périodes comparées, nous voyons une chute. Donc nous pensons que si nous continuons sur cette stratégie, je pense que les résultats seront meilleurs dans les 3 années à venir. En 2015, 6 préfectures ont bénéficié de ces produits de protection des enfants contre le paludisme. Environ 210 000 d'entre eux avaient alors été touchés. Cette année, 444 000 devraient bénéficier des produits, avec l'augmentation à 8 des districts sanitaires bénéficiaires. SOS dans cette édition, Thérèse Kelly Touré, jeune étudiante, lance un cri de cœur. Elle souffre d'insuffisance rénale chronique à la phase terminale. Selon ses médecins, Thérèse doit faire une transplantation, mais ce traitement est coûteux et ne peut s'effectuer en Guinée ni dans la sous-région. La famille de Thérèse lance un SOS aux personnes de bonne volonté afin de sauver la vie de leur fille. Djenab Touré, reportage. À 21 ans, Thérèse Kelly Touré souffre d'insuffisance rénale chronique depuis plusieurs mois. Déjà, cette maladie a fait beaucoup de conséquences sur moi. Actuellement, je ne pars pas à l'école, je n'ai aucune situation. Le matin seulement, je pars à Donka pour faire l'hémodialyse. Avec mon âge, je n'ai même pas 25 ans, je ne peux pas continuer l'hémodialyse jusqu'à ma mort. Je vais continuer mes études, vivre comme les autres. Depuis 6 mois, la vie de Thérèse a changé. Sa rencontre avec son médecin traitant a permis d'établir le mal dont elle souffre. Pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique, il y a 3 modes de traitement. Mais si on se contentait du premier mode de traitement, qui est un traitement conservateur, faire un traitement symptomatique, genre, on ne serait pas là aujourd'hui. Le deuxième mode de traitement, c'est l'épuration extra-rénale, la dialyse qu'elle est en train de faire actuellement. Et les perspectives maintenant dans l'avenir, c'est d'aller maintenant au 3e mode de traitement qui est la transplantation rénale. C'est un traitement coûteux, mais c'est que c'est un traitement qui a beaucoup plus de bénéfices par rapport aux autres. L'équipe médicale qui suit Thérèse envisage de lui faire une transplantation, un traitement qui pourrait la soulager de son mal une fois réalisé. Dans la famille, un proche s'est volontairement porté donneur d'un rein pour Thérèse. Mais le coût de l'opération reste insupportable pour ses parents. Aujourd'hui, je suis à peu près au bout de mes moyens, étant ouvrier.
Donc j'ai un donneur dans la famille qui peut l'aider à trouver les reins pour la transplantation. Mais l'évacuation et les opérations de l'extérieur me sont très coûteuses, donc je suis vraiment incapable d'en trouver. Désespérée, la famille de Thérèse la console par une présence régulière. La jeune étudiante reçoit chaque jour des appels et visites de ses encadreurs et amis. Un soutien fort pour Thérèse en attendant de trouver des moyens financiers pour la réalisation de la transplantation selon les prescriptions de son médecin. Un détour dans le monde, le peuple vietnamien fait face aux inondations. L'on déplore des pertes en vie humaine et autres facteurs dégradants. C'est le premier sujet des nouvelles étrangères, également marqué par les Jeux olympiques de Rio qui s'ouvrent dans quelques heures. Habib Cham pour le condensé. 33 morts et 7 autres portés disparus. C'est le bilan des inondations provoquées par le typhon Nida au nord du Vietnam. Dans le district de Barzat, les inondations ont atteint jusqu'à 1 mètre dans les ménages. À la tête de son navire, un explorateur chinois a dû faire une escale en Papouasie, en Nouvelle-Guinée pour se réapprovisionner. Son vaisseau submersible peut plonger jusqu'à 11 000 mètres. Le suspense est levé. 3 piliers vont marquer l'ouverture des Jeux olympiques ce vendredi. Le premier présente le Brésil, dernier jardin naturel au monde. Le second symbolise la vie de son peuple laïque. Le troisième traduit son souhait de bienvenue à la compétition. Pour la première fois dans l'histoire des JO, une équipe pour les réfugiés sera au rendez-vous. Trempée dans un scandale de dopage, la Russie, qui avait prévu 389 athlètes, aura finalement droit à 271 athlètes, annonce le CIO. C'est ici qu'on s'arrête au compte de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et passez une agréable nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.